Le Mali augmentera sa production minière à travers l'ouverture prochaine de nouvelles mines. C'est l'un des objectifs assignés au ministre des Mines qui a entamé hier une série de rencontres avec les opérateurs miniers. Elle est sollicitée par près de 80% de la population africaine. Il s'agit de la médecine traditionnelle. Elle a célébré sa journée hier 31 août avec comme thème l'impact de la décennie de la médecine traditionnelle. Et sport football en Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako et le AC Léopard du Congo ont fait match nul, un but partout, ce qui rend difficile la tâche pour les Blancs de Bamako qui sont derniers du groupe B avec seulement 2 points en 3 matchs. Nous sommes samedi 1er septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par cette rencontre du ministre des Mines avec les opérateurs miniers. Rencontre au cours de laquelle le docteur Amadou Babassi a fait part à ses interlocuteurs des objectifs assignés à son département par le gouvernement de transition. Notre pays envisage notamment l'ouverture prochaine de nouvelles mines pour accroître la production et améliorer la gouvernance dans le secteur. L'industrie minière, il faut le rappeler, a rapporté 232 milliards de francs CFA au budget national en 2011. Le reportage de Mohamed Diarra. 5 objectifs à atteindre et 7 activités à mener, ce sont là les missions assignées au département des mines par le gouvernement de transition. Pour une bonne exécution de ces tâches, le ministère sollicite ses partenaires de longue date, c'est-à-dire les opérateurs miniers. Il s'agit de l'accroissement de la production d'or des mines existantes, favoriser le retour des investisseurs pétroliers et d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Des objectifs dont l'atteinte devrait renforcer la place qu'occupe le secteur minier dans l'économie malienne. À titre de rappel, selon les informations fournies par les services de statistiques, en 2011, les recettes générées par ce secteur se chiffraient déjà à 1123 milliards de francs CFA, avec comme contribution aux finances publiques de l'État environ 232 milliards de francs CFA. Pour les années à venir, il sera question d'identifier la recherche pour diversifier l'industrie minière. Et ce n'est pas tout. La simplification des procédures et la réduction des délais d'attribution des permis d'exploitation et d'exploration aux opérateurs miniers que vous êtes. Troisième activité, c'est le suivi rapproché et systématique du programme de production d'or de toutes les mines en exploitation. Et enfin, procéder à la recherche de nouveaux partenaires et la signature de nouvelles conventions. Les différentes préoccupations des opérateurs miniers devront trouver leur réponse dans le nouveau code minier qui sera mis en application très prochainement. Une initiative saluée par les interlocuteurs du ministre. Pour le ministre, le partenariat classique doit évoluer vers une alliance entre l'État et les opérateurs miniers. Passation de service hier au ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire entre le ministre Mamadou Koulibaly, précédemment en charge du logement et de l'urbanisme, et Diallo Fadima Touré, désormais aux destinées du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières. Dans son intervention, le ministre Mamadou Koulibaly a loué l'humanisme et le sens hautement élevé de l'état du ministre Fadima Touré. De son côté, Diallo Fadima Touré a magnifié les qualités humaines et professionnelles de son prédécesseur. Je vous l'annonçais dans les titres, la journée africaine de la médecine traditionnelle a été célébrée hier 31 août avec comme thème l'impact de la décennie de la médecine traditionnelle. Au Mali, près de 80% de la population font recours à ce savoir local. Le pays compte d'ailleurs un tradithérapeute pour 500 habitants contre un médecin pour 1000 habitants. La journée a été célébrée hier en marge de la semaine de la médecine traditionnelle. Amadou Ouattara pour le compte-rendu. Cette 10e journée de la médecine traditionnelle s'inscrit dans le cadre de la semaine dédiée à cette médecine que notre pays abrite actuellement. Une occasion pour les thérapeutes de la sous-région de se retrouver autour d'une même table pour mettre en exergue le rôle et la place de la médecine traditionnelle dans la société. Depuis 1976, l'OMS a établi un programme en charge de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a été définie pour cette cause comme l'ensemble des connaissances et des pratiques, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer des maladies physiques, mentales ou sociales et qui peuvent se fonder exclusivement sur une expérience
et des observations passées, transmises de génération en génération, oralement ou par écrit. La journée a été marquée par des présentations successives faites par les thérapeutes et les ONG travaillant dans le domaine de la médecine traditionnelle et avec pour thème quel impact de la médecine traditionnelle. L'exploitation judicieuse des ressources de cette médecine peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé de nos populations et cette exploitation passe par une utilisation des médicaments traditionnels dont l'efficacité, l'innocuité et la qualité sont établies. Participent aux travaux de la journée les tradithérapeutes du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et du Mali. La 11e semaine internationale sur la médecine traditionnelle a donc pris fin hier. Elle a été mise à profit par les spécialistes traditionnels et conventionnels pour échanger sur les meilleures méthodes de traitement. La Fédération malienne des associations de thérapeutes traditionnels et herboristes en a profité pour adopter son rapport d'activité 2011 et le plan d'action 2012. Boubacar Sissoko. Durant cette 11e édition de la Semaine internationale sur la médecine traditionnelle, les échanges ont été focalisés sur 3 thématiques. Il s'agit de la drépanocytose, de la stérilité du couple et des plantes médicinales. À l'issue de la semaine, les connaissances des tradipraticiens ont été renforcées sur ces sujets abordés. Je vous exhorte donc à collaborer avec le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose en vue d'améliorer l'état de santé des personnes souffrant de cette pathologie. Les échanges avec les services chargés de la santé et de la reproduction vous ont aussi permis de renforcer vos connaissances sur les causes et la prise en charge de la stérilité du couple. Par ailleurs, les participants à cette 11e édition de la CITAM ont également tenu leur assemblée générale, au cours de laquelle ils ont adopté les rapports 2011 et le plan d'opération 2012. Les autorités du ministère de la Santé ont donc invité les tradithérapeutes à une exploitation judicieuse des plantes médicinales, ce qui pourrait être une source de revenus et d'emplois surtout pour la jeune génération. Les cadres de l'Union malienne pour le Rassemblement démocratique africain ont tenu ce matin une conférence débat. Il s'agissait pour les organisateurs de proposer des solutions pour une sortie de crise. Le parti membre du regroupement IBK Mali 2012 entend apporter sa contribution à l'amélioration de la situation sociopolitique. Agalia Gagissa. Comment apporter leur contribution à la sortie des crises que traverse notre pays? C'est à cet exercice que s'attellent les cadres de l'Union malienne pour le Rassemblement démocratique africain IMRDA à travers cette conférence débat. Le parti est membre du regroupement IBK Mali 2012, une organisation politique impliquée dans les préparatifs des futures concertations nationales. Nous avons dépassé toutes les péripéties. Il s'agit maintenant d'approfondir notre engagement dans la réflexion et dans l'action pour apporter la contribution avec la touche du RDA, avec la touche du regroupement au sein duquel nous nous battons. Nous avons les ressources et les capacités de proposer à notre pays les solutions les plus appropriées par rapport aux différentes crises qu'il traverse, d'apporter les solutions au gouvernement qui a été mis en place dans son accompagnement pour nous permettre rapidement de libérer les zones de notre pays qui sont occupées et d'enclencher le processus qui va nous permettre de mettre en place des institutions nouvelles, élues et à suite des élections qui ne seraient pas contestées. Prennent part à ces travaux de réflexion les sections de Bamako, Kouloukoro, Kati, Douila, Sikasso et Djema. Rappelons que l'IMRDA a hérité de l'expérience de l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, un parti créé il y a 66 ans. L'alliance Zazia Lassaltarei ou authenticité, j'y arrive enfin, en Sonray a démarré ce matin ses activités
Composée uniquement de communautés sédentaires du Nord, cette association a pour seule et unique priorité pour le moment la libération des régions nord du Mali. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Ce point de presse consacre le démarrage des activités de l'Alliance Zasia-Lassatare. Les communautés sédentaires du Nord et d'une partie de la région de Mopti ont décidé de parler d'une seule voix. Il s'agit de contribuer à la libération du septentrion malien qui est sous le joug des islamistes et autres bandits armés. Devant de nombreux confrères, le porte-parole de cette association a fait savoir que l'idée de création de cette alliance est partie d'un certain nombre de constats. L'abandon de toutes les régions par l'administration et l'armée. Constatant que ces rebelles terroristes et extrémistes, dont les porte-paroles et chefs sont issus de nos fractions périphériques, prétendant aujourd'hui nous inscrire unilatéralement dans un soi-disant Azawad qui n'a jamais été que le cœur du Sahara, où aucune âme n'a jamais vécu de mémoire d'homme. Constatant qu'au niveau des médias internationaux, les communautés sédentaires sont complètement ignorées au profit des irrédentistes, extrémistes, terroristes, traîtres à toutes les causes nobles et constructives pour donner en conclusion la très fausse impression que cette zone est uniquement occupée par ces derniers. Invitons les communautés qui partagent le même espace géographique ou qui se réclament de cet espace au-dedans ou en dehors du Mali à se joindre à nous. Tout en refusant la partition de notre pays et le dialogue avec les islamistes ainsi que la spoliation de leurs terres, les communautés sédentaires du Nord exigent la relecture de tous les textes relatifs aux collectivités territoriales, sollicitent l'ensemble des amis et sympathisants du Mali à s'investir dans la libération des régions nord du Mali. L'Alliance Zasia-Lassatare a un bureau de 31 membres, dont Saïdou Djibrila Maïga Dansongo en est le président. L'Alliance compte 10 cercles, dont tous les cercles des régions de Gao et de Tombouctou, et Douanzan dans la région de Mopti, Youarou et Tenenkou s'apprêtent à y adhérer. Assemblée générale ordinaire du groupe Action Développement GAD, l'ordre du jour portait sur la présentation des rapports d'activité et financiers de 2009 à ce jour et l'élection de nouveaux conseillers administratifs. Fadim Bakita, compte rendu. La présente Assemblée générale du groupe Action Développement GAD se tient à un moment où le pays traverse une crise politique, économique, sécuritaire et sociale sans précédent. Elle a pour but de partager et d'adopter les rapports techniques et financiers couvrant la période de février 2008 à décembre 2011. L'Assemblée sera aussi l'occasion pour les participants de décliner les orientations futures du groupe Action Développement. Depuis sa création, le GAD a pu réaliser une vingtaine de projets et de programmes de développement avec succès. Il a pu être un bon collaborateur des autorités locales, des élus, des partenaires locaux et des populations à la base. Le groupe Action Développement soutient les actions de développement des communautés à la base, notamment celles des cercles de Kangaba et Kati. Bénéficie pour cela de l'accompagnement sans faille de certains partenaires dont l'ONG Yamane Suisse. Dans le cadre de ce fructueux partenariat, le GAD a toujours honoré ses engagements à travers la mise en œuvre des projets que nous avons financés conformément au contenu des protocoles de collaboration convenus entre nos deux parties. L'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités et le renforcement de leurs capacités. Un des temps forts de cette assemblée est la remise de diplôme de reconnaissance à la représentante de l'ONG Yamane Suisse. Signalons que le groupe Action Développement est visiblement présent dans les communes de Sibi, Minidian, Kalabankoro et Kangaba. En collaboration avec ses partenaires et les centres de santé, il s'implique dans la lutte contre les maladies infantiles telles que les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la malnutrition et dans la gestion de l'environnement. 15e conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, le ressort de la session que sur 121 projets présentés à l'APEJ, 70 sont prêts pour être financés. Les administrateurs ont également évalué les activités à mi-parcours de l'année 2012. Ramata Konaté pour les détails. Pour la 15e session de l'APEJ, les administrateurs jettent un regard rétrospectif sur les activités réalisées pendant le premier semestre 2012. Il s'agit d'examiner ce qui a été fait dans le cadre des volets employabilité des jeunes, entrepreneuriat et financement de leurs projets. Sur un ensemble de 121 projets recensés
compte des jeunes. Il y a 70 projets qui sont positionnés pour le financement, 51 projets qui méritent d'être révisés et d'être mieux encadrés pour être acceptables. La situation sociopolitique que nous vivons ne permet pas de dire que l'État est dans un confort lui permettant de nous mettre aussi à flot par rapport à nos financements. Donc ça, c'est une difficulté essentielle. Ainsi, la 15e session de l'APEJ se veut un espace d'échange sur ces difficultés pour mieux orienter les actions futures et contribuer à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Autre point saillant de cette session, la lecture et l'adoption du procès verbal des 19e et 20e sessions extraordinaires tenues il y a 5 mois. Dans le cadre de la coopération bilatérale sud-sud entre le Mali et le Maroc, le royaume chérifien a doublé le quota de bourses octroyées à la République du Mali. Il est passé de 50 à 100 bourses désormais. Et toujours dans le cadre de la bonne coopération entre les deux pays, les étudiants maliens retenus pour les écoles nationales des sciences appliquées du Maroc bénéficieront au titre de l'année académique prochaine de billets aller simple Bamako-Casablanca. Abdelkarim Kaba nous donne les détails. Dans le cadre de la coopération culturelle et scientifique, pour l'année académique 2012-2013, le royaume marocain a offert au Mali 100 bourses au lieu de 50 comme d'habitude. Cette augmentation de bourses d'études est la réponse à une demande faite par le Premier ministre lors de sa visite au Maroc au mois de juin dernier. Ainsi, à travers ces gestes, le Maroc contribue à la formation des jeunes Maliens. Le gouvernement du Royaume du Maroc a doublé le quota réservé à la République du Mali pour atteindre son place pédagogique avec bourse, dont le but de renforcer davantage cette forme de coopération. Durant 2 jours, Maliens et Marocains ont examiné les dossiers des bacheliers dans la transparence. Les critères sont des critères classiques. Il y a d'abord la performance des étudiants. Ensuite, il y a les demandes même des étudiants. Et puis, il y a les âges. Nous avons travaillé d'arrache-pied, vraiment en toute transparence. Et nous sommes très satisfaits par rapport au déroulement de ces travaux. Au Maroc, les bénéficiaires étudieront dans les filières comme l'ingénierie, le commerce et la gestion. Les étudiants doivent être au Maroc au plus tard le 14 septembre prochain. Coopération toujours à travers l'éducation, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, CESTI, offre au Mali 5 bourses d'études au titre de la prochaine rentrée scolaire. L'annonce a été faite lors d'une rencontre tenue ce matin entre les anciens du CESTI et les responsables du centre présent à Bamako. Les dirigeants de l'école ont donné des informations sur la marche et la situation actuelle du centre. Adama Djindi, ancien du CESTI, pour les comptes rendus. Face à face, les aînés et les cadets des différentes promotions du CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar. Cette rencontre est initiée en marge de l'organisation du concours dans notre pays. La direction de l'établissement a profité pour échanger avec les sortants du CESTI à Bamako et revisiter la coopération Mali-CESTI. Nous avons tenu à rencontrer les anciens du CESTI au Mali. D'abord, c'est une occasion de retrouvailles. On a des confrères qu'on a perdus de vue depuis des années. Ensuite, c'est aussi une opportunité pour nous de remercier les anciens du CESTI qui ont pris de leur temps pour participer à la surveillance et à l'organisation des jurys du concours d'entrée à Bamako. 50 ans après, le centre a formé 1061 journalistes, beaucoup de Maliens, une vingtaine en service à l'ORTM, dont le directeur général Baba Daramaïssa, le directeur de la télévision Youssouf Touré ou encore le directeur de l'information de la télévision Souri Ibrahim Keïta, et j'en passe. Pour ce beau monde, le CESTI est un patrimoine qui tient à cœur les cadres formés, civils aussi bien que militaires. Notre service d'attache, qui est la direction de l'information et des relations publiques, nous avons à l'interne comme mission d'informer, communiquer pour que les actions de l'armée puissent être beaucoup plus visibles et beaucoup plus lisibles par la société malienne et ensuite par les partenaires de l'État. Cette rencontre a été mise à profit pour expliquer la nouvelle vision de l'établissement en termes de formation théorique et pratique, un véritable pôle d'excellence reconnu de tous. La rigueur dans la sélection
fait que sur les 600 candidats sénégalais, seuls 7 ont été admis. Sur les 157 candidats maliens, la direction envisage des facilités pour les plus méritants en termes de bourse. La redynamisation de l'amicale des anciens du CESTI contribue à maintenir haut le flambeau du CESTI dans un environnement concurrentiel. Le statut panafricain de l'établissement fait que l'école attire les étudiants d'une dizaine de nationalités. Un bon exemple de coopération après les dégâts causés par les pluies diluviennes au Sénégal. La communauté sénégalaise vivant au Mali se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. Nous avons rencontré Ibra Fall, il est le vice-président de la communauté sénégalaise vivant au Mali. Il a un message pour ses compatriotes. Il est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Sénégal, particulièrement à Dakar, les inondations. Et les Sénégalais se sont levés à l'intérieur du pays et comme en dehors du pays. Comme nous sommes ici au Mali, qui est notre pays d'accueil, nous aussi, on ne peut pas rester indifférent de ce qui s'est passé au Sénégal. Raison pour laquelle je suis venu avec le président, Cheikh Fall, de la communauté sénégalaise, pour lancer un appel aux Sénégalais vivant ici au Mali. Qu'ils viennent avec nous, se joindre à nous, pour qu'on puisse venir en aide aux sinistrés de cette inondation. Nous sommes vraiment touchés, raison pour laquelle le président m'a dit de l'accompagner pour venir ici. Voilà, c'était donc là le premier vice-président de la communauté sénégalaise dans notre pays. Il compte donc s'engager pour venir en aide aux sinistrés du Sénégal après les inondations. Le nouveau chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Moussa Diawara, a rencontré ces hommes au camp de Tomikorobougou. Au cours de cette rencontre, le tout nouveau chef d'état-major a insisté sur le renforcement de la discipline au sein de la garde nationale. Il les a invités à protéger davantage les citoyens maliens contre toutes les formes d'insécurité. Cette rencontre est une prise de contact que le colonel Moussa Diawara entend effectuer dans toutes les régions du Mali où les forces de sécurité sont présentes. Coup de filet du commissariat de police du 13e arrondissement de Bamako. Les hommes du commissaire Tokunyare ont démantelé un réseau de malfrats spécialisés dans le vol de bétail. Au moment de leur arrestation, les malfrats étaient en possession de 16 bœufs et 7 moutons. Le film de l'événement avec Timogo Konati. De nos jours, nombreux sont les habitants de la capitale s'adonnant à des pratiques frauduleuses pour se faire de l'argent. Outre le braquage des citoyens, certains se livrent à l'enlèvement du bétail d'autrui. Pour traquer ces individus entravant la croissance de l'économie du pays, les forces de sécurité ont revu leurs méthodes de patrouille. Ils sont au total 4 malfrats pratiquant la boucherie qui ont été mis ce jeudi tard dans la nuit hors d'état de nuire à Niamakoro Koko par les éléments du commissariat du 13e arrondissement. C'est une bande composée de 5 personnes. Il s'agit de Drissa Sangaré, le chef de la bande, Brahma Sangaré, son propre fils, Sekou Siribé, son neveu, Tamba Sako et Moussa Bari en fuite. Au moment de l'arrestation, ils avaient à leur disposition 16 bœufs, dont un déjà abattu, et 7 moutons. Le chef de la bande, au dire du commissaire, est le boucher le plus sollicité du marché de Kalabangroa par les ménagères. Dans un premier temps, il a nié, il a fait savoir que c'est le nombreux Bari qui a amené les animaux. Mais quand nous avons poussé les enquêtes, il a été obligé d'avouer comme quoi ils l'ont volé du côté de Sanakroba. Nous avons eu à approcher le syndicat des éleveurs qui se trouve au marché de bétail de Niamana. Nous avons approché le secrétaire général des bouchers et nous sommes sûrs que dans 2 ou 3 jours, le propriétaire des animaux sera là. En attendant de retrouver Moussa Bari en fuite, ces 4 seront déférés dès la semaine prochaine au tribunal de la commune 6 du district de Bamako. Déclaration faite par le commissaire. L'actualité sportive dominée par les compétitions africaines de clubs, le stade malien de Bamako vient d'être tenu en échec par AC Léopard du Congo-Brazzaville. C'était au compte de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Ce nul d'un but partout n'arrange pas du tout les Blancs de Bamako qui n'ont que 2 points en 3 matchs. Nous verrons le reportage de Al-Jumatina au cours de ce journal. Et le Djoliba AC, dans son costume de leader du groupe B, se lancera demain dimanche à l'assaut des Marocains du Wydad Athletic de Casablanca. C'est pour le compte
de la troisième journée de la phase de poule. Les deux clubs totalisent 4 points chacun avec un match en retard. Siragatou Sissé a suivi le dernier entraînement des Rouges de Bamako. Suivons ensemble son reportage. Au complexe sportif de Eremakono, la détermination et de la sérénité soufflent sur l'effectif du Djoliba AC au complet à la veille de son match contre le Wydad Athletic Club du Maroc, WAC. Leader du groupe B avec 4 points en 2 journées, le Djoliba AC ne veut pas lâcher la corde. C'est un match très important pour la suite de la compétition parce que notre poule est un peu serré, donc il faut obligatoirement gagner ce match-là pour pouvoir bien poursuivre la suite. Donc je pense qu'on le prépare dans une très grande sérénité. On est en train de nous préparer physiquement et mentalement. Donc le coach, depuis la semaine passée, il a commencé à mettre les points sur les i. Donc on a bien compris ça. Donc c'est à nous maintenant de bien travailler. Ce dimanche, il s'agira pour les hommes du technicien Alou Badra Diallo de maintenir le rythme enclenché dès l'ouverture de la saison, rehausser le niveau de jeu et rester soudés tout en privilégiant la prudence. Psychologiquement, mentalement, physiquement et surtout sur le plan quand même infirmerie, on a quand même repris tous nos éléments. Ensuite, il y a une bonne atmosphère, l'enthousiasme est vraiment dedans, donc on est quand même bien motivé. C'est à l'idée d'engager les 3 points dimanche face au WAC. Avez-vous une idée de votre adversaire? Avec la technologie maintenant, on connaît tous nos adversaires. C'est les Maghrébins, on sait comment ils jouent. Ils ont des points forts et des points faibles. C'est à nous maintenant de travailler sur ces points faibles et leurs points forts et aussi d'améliorer les nôtres. Donc c'est un championnat d'Afrique qui est vraiment différent du championnat local. On va quand même essayer d'être très concentré, d'être appliqué pour au moins avoir les 3 points pour faire un pas supplémentaire pour la qualification pour les demi. Auteur d'une saison remarquable en championnat national de Ligue 1, le Djoliba AC a comblé en partie les objectifs visés par la direction du club. L'adversaire, le Wydad Athletic Club du Maroc, est un gros morceau habitué de la scène africaine. Le club marocain négocie bien ses voyages, comme en témoigne le nul d'un but partout arraché à Brazzaville contre AC Léopard du Congo. Notez le rendez-vous de Djoliba AC Wydad Athletic Club athlétique de Casablanca, c'est demain dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 16h30. Je vous l'annonçais, en Coupe de la Confédération toujours, le stade malien de Bamako et le AC Léopard du Congo ont fait match nul, un but partout, ce qui rend difficile la tâche pour les Blancs de Bamako qui sont derniers du groupe B avec seulement 2 points en 3 matchs. Aljumatina nous a fait un résumé du match. Les calculs étaient simples pour le Stade malien de Bamako lors de sa 3e sortie en Coupe de la Confédération contre AC Léopard du Congo-Brazzaville. Il s'agissait de s'imposer afin de se relancer dans une poule où ils n'ont qu'un point après 2 journées. Pour cela, l'équation à résoudre n'était pas une si mince affaire. Face aux Congolais qui avaient posé d'énormes soucis au Djoliba Athletic Club sur cette même pelouse, la première mèche sera allumée par les Verts d'AC Léopard. Mais le portier Sadis, l'international somalien Diakité, ne tremble pas. On était à la 4e minute. Le Stade malien va subir le jeu pendant quelques minutes. Dès qu'il arrive à trouver sa vitesse de croisière et son enthousiasme à l'heure du jeu, c'est un tout autre match qui commence. Léopard va souffrir, mais pouvait compter sur son portier Lutumun Doulé, qui va réaliser d'énormes prouesses devant les attaquants du Stade malien de Bamako. C'est à la 34e minute que les Blancs vont enfin ouvrir le score. Ousmane Sissé ne laisse aucune chance cette fois-ci au portier congolais. À l'approche de la mi-temps, AC Léopard va réagir. Il remet les pendules à l'heure. Le Colo hérite des mauvais renvois de Lamine Diawara pour égaliser. Un but partout, ce score nous amène à la pause. Le Stade malien doit impérativement marquer. C'est ainsi qu'il entame la seconde période avec un autre visage. Il va sérieusement bousculer l'équipe congolaise. Mais sans parvenir à marquer, la rencontre s'achève ainsi sur ces matchs nuls. La seule chose que je peux reprocher, c'est le dernier geste. Voilà. Bon, mais à part ça, ils ont vraiment fait un grand match. Sur la deuxième mi-temps, on a baissé un peu de rythme, c'est vrai. On est tombé sur une équipe, après, avec un peu plus d'expérience que la nôtre, déjà. Donc après, ils ont essayé de jouer des coups, mais sincèrement, ils ont fait un bon match. Après, la seule chose que je peux reprocher, c'est de ne pas avoir mis ce 2e ou ce 3e but. Et en plus, on prend un but alors que ce n'est pas une occasion pour eux, c'est nous qui faisons l'erreur. Je crois que ça fait partie du football. L'équipe du Stade malien ne s'est pas présentée en candidat résigné, au contraire. Après un match éloquent du côté du Maroc,
ils avaient des intentions claires pour venir prendre les 3 points face à nous. Mais je crois que c'était un match équilibré, mais je crois que ça nous laisse beaucoup de regrets car nous sommes conscients qu'il y avait de la place pour faire un résultat positif cet après-midi. En attendant demain, l'autre match du groupe Djoliba Athletic Club WAC du Maroc, le Stade Malien a désormais 2 points et AC Léopard 3 points. Lors de la 4e journée, les Congolais recevront les Blancs de Bamako. Et ce rectificatif, le Djoliba AC Wydad Athletic de Casablanca joue bien demain dimanche au stade Modibo Keïta, mais à 16h au lieu de 16h30 comme annoncé auparavant. Football toujours avec ce jeune Brésilien né sans pied. Gabriel Muniz est un passionné de football et dispose de qualités techniques incroyables à seulement 11 ans. En effet, lors d'un stage organisé à l'Académie du Barça au Brésil, Gabriel est parvenu à séduire les recruteurs du Grand FC Barcelone. Il rejoindra ainsi dans quelques jours la Masia, le prestigieux centre de formation du Barça qui a en particulier fait éclore Lionel Messi, un fabuleux conte de feu que vit ce jeune Brésilien et qui va peut-être changer quelque chose aux Jeux paralympiques où le foot pour les handicapés n'existe pas. Passionné du ballon rond, Gabriel ressemble à tous les garçons de son âge. À 11 ans, ce petit Brésilien rêve d'être un champion. Mais contrairement aux autres enfants, Gabriel est né sans pied. Un handicap qu'il a su très tôt dompter avec habileté. Il a commencé à marcher avant même d'avoir 1 an. On était toujours derrière lui. On s'attendait à ce qu'il tombe, mais il n'est jamais tombé. Devenir le meilleur sans jamais s'apitoyer sur son sort, Gabriel ne veut pas de traitement de faveur. Sur le terrain, il n'hésite pas à dribbler ses copains qui ne lui font pas de cadeaux. Il est adroit, il ne lâche pas la balle, il est courageux et il sait comment organiser le jeu et aussi il fait de bonnes passes. Un bon joueur, mais surtout un espoir. Grâce à Gabriel, de nombreux enfants handicapés pourraient faire du foot. Son professeur de sport aimerait qu'il ouvre la voie. L'handicap est seulement dans la tête. Il nous le prouve à chaque instant. Il défie les normes sociales. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas d'équipe de football paralympique. Mais Gabriel montre que cela peut encore changer, car il veut jouer dans une telle équipe. Le parcours atypique de Gabriel a retenu l'attention. Il a participé à une émission sportive très regardée au Brésil avec un aller-retour à Barcelone à la clé. Un rêve devenu réalité, le garçon va rencontrer son idole Messi dans quelques jours. Vouloir, c'est pouvoir, c'est la leçon à retenir dans l'histoire de Gabriel. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, 13h, retrouvez Amara Mali Diallo. Je vous retrouve à 20h, s'il plaît à Dieu, pour la grande édition. Merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Bonne suite des programmes de l'ORTM.